Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir vous et votre communauté dans une démarche holistique de la santé. Nous faisons face aujourd'hui à énormément d'extrémisme en termes de santé et de bien-être en proposant souvent des solutions miracles extrêmes avec telle option qui est la seule et unique option et voie de la réussite. Durant cette saison, je vous propose donc d'analyser certains sujets justement à la loupe de la voie du milieu, comment trouver le juste milieu entre les différentes options proposées. Alors dans cet épisode, je vous propose de confronter la hustle culture et le quiet quitting. Deux termes qui sont surtout utilisés dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui peuvent également être utilisés au quotidien dans la manière dont vous allez aborder votre activité, votre carrière. Et dans cet épisode, nous allons justement analyser ces deux tendances et voir s'il n'y aurait pas finalement une bien meilleure option que d'aller dans ces deux extrêmes. Alors qu'est-ce que la hustle culture et qu'est-ce que le quiet quitting? La hustle culture, c'est le surdépassement de soi, qui nous vient des États-Unis et qui est vraiment allé au bout de ses ambitions, quel que soit le prix à payer, alors que le quiet quitting, c'est plutôt la démission silencieuse, faire finalement son job dans le minimum demandé, ne pas aller au-delà de cette demande. Alors je vous pose la question, sommes-nous finalement aujourd'hui condamnés à choisir l'un de ces deux encéphalogrammes plats? Parce que si vous choisissez la hustle culture, vous risquez finalement la crise cardiaque et donc effectivement un encéphalogramme plat. Mais si vous choisissez la quiet culture, vous risquez également d'être plutôt sur un encéphalogramme plat durant vos heures de travail et peut-être perdre cette motivation, ce drive qui devrait logiquement vous animer puisque vous passez quand même plus d'un tiers de votre vie d'adulte dans cette carrière. Alors personnellement, j'ai difficile et de manière naturelle avec ces deux extrêmes parce qu'effectivement, j'ai toujours eu une certaine motivation intrinsèque qui s'est modifiée au cours du temps. Durant mes études, mes parents ne m'ont jamais poussé à exceller, mais moi-même, je me mettais une certaine pression pour réaliser le mieux que je pouvais, pour une satisfaction personnelle. Ça m'a valu un premier burn-out durant mes examens de deuxième candi. J'étais en effet blessé depuis un an et en éducation physique, un an sans sport signifie énormément de retard. Et donc il m'est resté 6 semaines pour présenter un an de cours sportifs. Et donc j'ai fait un premier surentraînement et je vous en parlerai un petit peu plus tard durant cette vidéo, comment j'ai réussi finalement à réussir mes examens malgré cet handicap. Et puis également plus tard dans ma carrière, j'ai réussi à passer 90 jours sans jours de congé et sans plonger dans le burn-out. Et donc là, je vous expliquerai aussi plus tard les outils que j'ai utilisés pour pouvoir trouver un équilibre. Non pas que c'était quelque chose que j'ai cherché à atteindre, c'était une obligation. Je savais que ce serait temporaire et c'est ce qui m'a permis de faire 90 jours non-stop. Et donc, analysons un petit peu ces deux phénomènes et voyons finalement ce que la biologie, ce que le coaching peut apporter sur cette thématique. Doit-on se surpasser ou doit-on donner le strict minimum? Donc la hustle culture, c'est se surpasser, c'est continuellement donner le meilleur de soi, c'est se battre ou mourir. C'est beaucoup de mes coachés entrepreneurs qui disaient « Oh mais tu sais David, le repos, j'aurai bien assez de temps de me reposer quand je serai 6 pieds sous terre. » Et donc c'est vraiment ce besoin de toujours travailler, de valoriser cette surcharge de travail et de pouvoir finalement dire « Je fais de mon mieux ». Donc quel que soit le résultat, ça n'est plus de mon ressort. Alors je vous mettrai un article en commentaire parce que ce besoin de se surpasser
est dans notre, je dirais, dans notre histoire depuis très longtemps. Maintenant, il est vrai que ces 20 dernières années, avec l'explosion des moyens de communication, eh bien, dans le milieu du travail, il est de plus en plus facile de demander de plus en plus à ses équipes, à ses employés. Je me souviens une de mes amies qui avait reçu en cadeau un des premiers BlackBerry de son employeur et elle a vite compris que finalement ça n'était pas un cadeau mais plutôt un cadeau empoisonné parce qu'à ce moment-là son employeur pouvait lui envoyer des messages très très souvent et à n'importe quelle heure, ce qui effectivement a valu plusieurs problèmes au niveau de la gestion de l'équilibre entre le temps de travail et le temps de repos. Ce qui aujourd'hui avec le télétravail peut être encore exacerbé un peu plus. Alors les risques sont clairs, les risques c'est de ne plus justement faire la différence entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est la porte ouverte à l'épuisement professionnel, à ce fameux burn-out qui est en augmentation d'année en année et qui devient un réel problème. Alors ce qui en découle également, c'est qu'on va faire des sacrifices dans d'autres domaines de notre vie. On va faire des sacrifices sur son temps de sommeil. Parfois, pour prendre du temps pour soi, on va dépasser les heures optimales de veille, justement parce qu'on a dépassé les heures optimales de travail. Du coup, le lendemain, on va sans doute être moins efficace, moins optimal, on aura moins de temps pour préparer à manger et ça fait un effet domino, ça fait un effet boule de neige de tous ces domaines de la santé qui finalement induisent à un burn-out. Donc personnellement, j'ai cette vue globale du burn-out depuis très longtemps, non pas uniquement suite à un stress émotionnel ou psychologique, mais à l'ensemble des différents stress que l'on peut gérer au quotidien. Et ce sera sans doute l'occasion de faire un autre épisode sur les 7 sources de stress que vous pouvez gérer pour justement diminuer le risque d'épuisement, diminuer le risque de démotivation ou de problèmes de santé. Nous en parlerons également dans les solutions en fin d'épisode. Alors le quiet quitting est beaucoup plus récent, il fait suite justement aux différents confinements, à la pandémie où les gens ont eu plaisir à lâcher un peu du lest, à lever le pied. En 2021, on observait 48 millions de démissions aux États-Unis suite aux différents lockdowns parce que les personnes estimaient que finalement elles travaillaient beaucoup trop et qu'elles aspiraient à beaucoup plus de sérénité. On a une étude en Europe, l'étude People at Work 2022, qui révélait que 62% des travailleurs interrogés, toutes générations confondues, avaient envisagé de réorienter leur carrière professionnelle au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est une étude de cette année-ci et qui montre bien qu'on a envie d'un autre rythme de travail. Mais est-ce que pour cela, il faut aller vers cette démission lente et silencieuse qui est popularisée depuis cet été 2022. C'est une démission discrète, comme on dit en français. C'est faire la besogne pour laquelle vous êtes payé au minimum et ensuite rentrer à la maison et vaquer à vos occupations. C'est l'encéphalogramme plat dont je vous parlais tout à l'heure. Faire le minimum durant la journée pour pouvoir profiter de la vie après les heures de travail. Le Nouvel Obs disait justement en septembre 2022, quiet quitting, et si cette démission silencieuse devenait la norme. Je vous mettrai également en commentaire et en descriptif de cet épisode un excellent article que j'ai trouvé pour préparer cet épisode sur ce phénomène de société. Mais quels sont les risques de ce quiet quitting ? Eh bien, c'est probablement une diminution de la motivation, un abandon et de cet esprit d'équipe, parce que si vous avez un collègue qui est dans le jus, eh bien, vous risquez effectivement de le laisser dans son jus, justement parce que vous avez atteint votre quota, vos limites. C'est de se désolidariser finalement de la mission de l'entreprise. Non pas qu'il faille aller à nouveau dans la hustle culture, mais il y a des moments, je pense, qu'il est intéressant de sortir
de sa zone de confort. Et en ayant cette quiet quitting, mais finalement on devient imperméable à l'environnement et aux besoins de la situation parce qu'on a décidé de mettre des limites. Nous allons justement aborder cette problématique d'effort, cette problème de limite, et nous allons ajouter cette notion de rythme qui pour moi est essentielle lorsque l'on veut répondre à cette question. Alors si nous prenons justement, puisque c'est mon domaine, la biologie, la physiologie, la santé, eh bien si nous prenons des exemples dans notre environnement, on peut observer que dans le monde végétal, il est compliqué d'imaginer une plante qui, parce qu'il pleut de trop, abandonne sa croissance. Bien sûr que la plante a besoin d'éléments bien spécifiques pour grandir, pour s'épanouir, mais on a déjà vu par exemple des mauvaises herbes ou même des arbres sortir d'un sol asphalté par le petit orifice. Et donc il y a bien sûr une adaptation et on aura, vous l'aurez remarqué probablement cette année avec la sécheresse, on aura des moments où par manque d'eau, le sol et l'herbe, surtout la prairie, va s'assécher, mais elle va également, dès qu'il y aura un peu plus d'eau, redonner de la vitalité et pouvoir à nouveau grandir. J'ai en tête également l'histoire du bambou chinois, qui explique que pendant les 5 premières années de croissance du bambou chinois, eh bien, le jardinier ne voit absolument rien parce que tout se passe dans le sol, mais qu'après, ce bambou chinois grandit de plusieurs mètres en quelques semaines. Et donc on voit que dans la nature, au niveau du monde végétal, il y a des rythmes, il y a des moments où ça se fait de manière beaucoup plus silencieuse, mais après on se dépasse littéralement. Dans le monde animal, on le voit également, on voit ces tortues qui vont sortir de l'œuf alors qu'elles ont été protégées pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et qui vont devoir prendre le risque de traverser cette zone difficile pour atteindre l'océan, et là, effectivement, à nouveau, passer à travers les mailles du filet pour ne pas mourir trop rapidement, alors que la tortue vit parfois jusqu'à plus de 100 ans. Donc on a là aussi des moments où c'est beaucoup plus confortable lorsqu'on est arrivé à l'âge adulte pour la tortue, mais des moments où il faut effectivement pouvoir se dépasser sans se dire c'est trop risqué, je vais rester dans ma coquille. Pour l'être humain aussi, on observe les enfants qui, lorsqu'ils apprennent à marcher, peuvent tomber des dizaines de fois. Il n'y en a pas un qui se dit finalement je ne vais pas faire plus d'efforts que prévu. Je trouve que se déplacer en rampant ou à quatre pattes, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Donc on aura de manière naturelle des moments où il faut se dépasser malgré les obstacles, malgré les échecs. Et il faut pouvoir avoir cette énergie pour aller au-delà. Mais si je reprends l'exemple du bébé, il ne va pas commencer à vouloir marcher sans cesse jusqu'au moment où il aura atteint la marche. Il va avoir des tests et des erreurs. Et puis le repos, le fameux repos du guerrier, là c'est plutôt le repos du bébé. Et donc pour pouvoir justement emmagasiner tout ce qu'il aura appris durant la journée pour pouvoir l'utiliser le lendemain et progresser à nouveau. Notre biologie est faite et est basée sur ce phénomène de stress et de repos. Si je prends l'exemple de l'ossature, eh bien on sait que c'est en renforçant nos muscles et en agissant sur les tissus osseux par traction justement des tendons sur les os que l'on va renforcer les os. Les premiers astronautes qui partaient en orbite revenaient avec une ossature qui était digne de personnes âgées de plus de 80 ans parce que même en absence de gravité, eh bien, cette ossification était affaiblie. Le muscle également, il faut le stimuler pour maintenir un minimum de masse musculaire et de mobilité, et donc il va falloir le stresser au risque de le voir s'atrophier. Le système immunitaire également. On a déjà observé qu'avec une bonne fièvre, comme on disait
À l'époque, les bébés pouvaient développer, ou les jeunes enfants pouvaient développer un meilleur système immunitaire grâce à une bonne fièvre. Et donc là, on a un stress qui clairement a renforcé le système. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une fièvre toutes les semaines, hein, même si on connaît la fièvre du samedi soir, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc, il faut trouver ce rythme, ce dosage optimal entre je fais un effort, je me surpasse, je ne fais pas le minimum, mais en même temps, je ne vais pas me surpasser tous les jours parce que j'ai besoin aussi d'emmagasiner ces nouvelles notions, de me reposer pour pouvoir me surpasser davantage. Si je reprends un exemple beaucoup plus pratico-pratique dans mon quotidien, lorsqu'on entraîne quelqu'un, on va lui donner une dose suffisante pour se dépasser. Et je me souviens dans le début des années 2000, lorsque cette fameuse méthode du HIIT et du Tabata avait fait fureur, on avait estimé que c'était le meilleur moyen pour perdre du poids. Or, ce genre d'entraînement à haute intensité ne fonctionne que si le sommeil est de haute qualité. Le go hard or go home, travaillons dur ou rentrer à la maison, n'est valable que si, lorsqu'on s'entraîne intensément, on se repose intensément. Même chose au niveau des régimes miracles basés sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas la solution à la perte de poids, il est une solution parmi d'autres pour l'immunité, pour le microbiote, pour la perte de poids dans certains cas, mais tout le monde n'est pas capable de jeûner et il n'est pas non plus nécessaire de jeûner 365 jours par an. Et donc, ces exemples nous montrent que dans notre attitude, il faut vraiment éviter les extrêmes et de se dire qu'il y a une version qui est optimale. Soit on va dans le surdépassement de soi 365 jours par an parce qu'on veut atteindre un certain niveau, soit on se dit non, je veux avoir du plaisir dans ma vie au quotidien, je me réserve un dessert au quotidien, je me fais plaisir au quotidien, et finalement on tombe dans un autre extrême. La méditation peut être également un autre exemple. Si vous ne faites que méditer, comme le dit très bien Matt Boulet, ça ne changera en rien le prix de l'essence. Donc effectivement, si le prix de l'essence vous stresse, si le coût de l'énergie stresse, il est intéressant de faire diminuer le stress grâce à la méditation, mais après, il faut pouvoir passer à l'action, sortir de sa zone de confort et prendre des décisions par rapport à cette situation stressante. Alors en termes de solutions, ce que je voudrais vous proposer ici dans cet épisode de cette semaine, c'est inspiré de mon mentor Paul Chek qui a eu lors d'un interview avec Ben Greenfield une information qui était vraiment pour moi essentielle et que je n'ai plus jamais oublié, que ce soit personnellement ou justement avec mes coachés. C'est la notion de saison. On parlait justement de notre environnement, du monde végétal, du monde animal et de notre monde à nous. On a oublié finalement cette notion de saison. Et cette saison va nous permettre de rythmer notre quotidien. Et donc Paul Chek explique très bien que sur 12 mois, nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne et nous avons l'hiver. Et pour lui, cette représentation est assez intéressante pour tous nos projets, puisque le printemps, c'est la préparation, c'est la mise en place. L'été, c'est l'action, c'est le projet qui est réalisé, on le met en action. Ensuite, l'automne, on récupère finalement les bénéfices de ce projet. On célèbre ce projet, et en hiver, on fait une petite introspection et on voit un petit peu quel projet on a envie de mettre en route et si on a envie de se relancer dans la même intensité ou la même direction. Si je reprends l'exemple du monde végétal, au printemps, vous aurez les pommiers qui vont fleurir, en été, ils vont donner les pommes. En automne, on va ramasser les pommes et en hiver, on va en profiter et on va pouvoir les emmagasiner et bénéficier des bénéfices de ces pommes. Chacun de nos projets devrait répondre à ces 4 saisons. Quelle est la préparation du projet?
comment je peux me mettre en action, comment je peux célébrer ma réussite, et puis après la réalisation du projet, comment je peux me relancer dans un autre projet ou poursuivre ce projet pour une étape supplémentaire. Au niveau de notre vie, on devrait également organiser notre année sur ces 4 saisons. On ne va pas s'entraîner de la même manière en été qu'en hiver, on ne va pas manger les mêmes choses en été qu'en hiver. C'est vraiment quelque chose que je mets en avant depuis plus de 20 ans avec la typologie métabolique qui nous explique justement qu'en hiver, on va avoir besoin de beaucoup plus de gras, beaucoup plus d'aliments chauds. On le retrouve en médecine chinoise, on le retrouve également dans les plats, je dirais, traditionnels. Vous avez rarement un plat d'hiver composé d'une salade. Eh bien, pour perdre du poids en hiver, vous n'allez pas le faire de la même manière que ce que vous ne faites en été. Dans votre implication, je dirais, professionnelle, il y a des moments où ce sera l'été, il va falloir se dépasser, il va falloir travailler plus dur, et puis il y a des moments où il faudra plutôt lever le pied et plutôt un petit peu se reposer. Mais tout ça dépendra également de votre personnalité, ou de la personnalité de vos coachés, si vous êtes coach, également de leurs besoins. On peut très bien avoir une personne qui a une personnalité plutôt entreprenante, plutôt dominée par les glandes surrénales, si on reprend la typologie métabolique, et donc avoir des personnalités qui ont besoin de projets à court terme avec une production d'adrénaline intéressante, et à ces personnes, il faudra apprendre à lever le pied à certains moments et à se reposer pour pouvoir repartir de plus belle. Mais si ces personnes sont déjà épuisées, il faudra repasser par une période beaucoup plus longue, probablement une période hivernale, pour recharger les batteries avant de retrouver son rythme personnel. Et je parle aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau émotionnel ou au niveau psychologique, mental, investissement professionnel. Appliquer ce principe des 4 saisons vous permettra de trouver votre rythme personnel et de pouvoir justement jongler avec l'intensité de l'énergie mentale et physique que vous mettez au quotidien. Rappelez-vous les 2 exemples que je vous ai donnés en début d'épisode où je vous parlais de mon expertise personnelle. Je vous avais dit effectivement avoir vécu un premier burn-out, un premier surentraînement en fin de 2e Candy. J'avais en effet sur un an vécu 2 opérations aux épaules, ce qui m'avait empêché de m'entraîner, de suivre les cours pratiques en éducation physique. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réentraîné dès la fin juin pour préparer ma 2e session fin août en plusieurs disciplines, en gymnastique, en athlétisme, en natation et en sport collectif. Et je me suis entraîné tous les jours. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de m'entraîner tous les jours après un an sans sport. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un magasin spécialisé en compléments alimentaires et j'ai été chercher un booster pour pouvoir justement booster mon énergie. Et j'ai pu ainsi m'entraîner pendant 3 semaines, tous les jours, 2 fois par jour. Résultat des courses, un matin, je me suis réveillé. J'étais incapable de marcher sans être essoufflé de mon appartement à Louvain-la-Neuve vers la Grand Place et aller faire mon marché. J'ai pris mon vélo, je suis allé chez mon kinésithérapeute, j'ai mis un temps dingue tellement j'étais épuisé, je lui en ai parlé, il m'a dit arrête ce booster tout de suite, il m'a donné des antioxydants, quelques compléments alimentaires à base de vitamines et j'ai repris un entraînement 1 jour sur 2 avec un travail de lâcher prise. J'ai finalement réussi tous mes examens avec le minimum, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais au moins je ne devais pas refaire ma 2e Candy et je pouvais passer en première licence sans redoubler et c'était pour moi un élément important. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai compris à quel point le rythme était important et qu'il fallait, au lieu de vouloir m'entraîner tous les jours et éventuellement de dépasser mes capacités de récupération, eh bien c'était d'améliorer mes capacités de récupération et ça a été fait grâce à ces antioxydants. Je me souviens qu'il y avait du zinc et du coenzyme Q10, tellement ça m'a marqué à l'époque.
Dans mon deuxième exemple, je vous parlais de cette période il y a quelques années où j'ai pu travailler 90 jours sans aucun jour de congé. Donc c'était 90 jours week-end, semaine, du matin au soir. Et là, si j'ai réussi à faire ces 90 jours sans tomber dans le burn-out, sans tomber dans la dépression ou dans la dépendance, eh bien c'est parce qu'il y avait cette gestion des 7 sources de stress. Donc au niveau du stress, on peut définir 7 sources, que ce soit physique, émotionnel, mental, mais également biochimique, chimique, thermique et électromagnétique. Et en gérant ces différentes sources de stress, et en sachant aussi que c'était pour un temps limité, eh bien, j'ai pu me recharger un petit peu tous les jours, grâce à la famille, grâce à certaines activités, grâce à mon alimentation anti-inflammatoire, grâce à un bon sommeil. Donc j'ai fait fi effectivement de certaines activités de loisirs pour pouvoir justement atteindre ces objectifs qui n'étaient pas un objectif de me surpasser mais qui était une nécessité du moment, et ça m'a permis effectivement de trouver un équilibre. Il faut dire aussi que ça n'était pas le même job, le même poste 90 jours du matin au soir, mais que le fait d'avoir des contacts avec des personnes différentes et des ambiances différentes m'ont permis quand même d'avoir un certain rythme. Donc c'est ça qui est vraiment important pour moi suite à cet épisode, c'est que vous allez devoir trouver votre rythme optimal pour pouvoir justement à certains moments plutôt toucher la hustle culture et à d'autres plutôt être dans le quiet quitting. Non pas que vous allez abandonner, mais lever le pied, non pas que vous allez vouloir vous surpasser au détriment de votre santé, mais trouver des moments où vous allez sortir de votre zone de confort, des moments où vous allez rentrer un peu dans votre zone de confort, et puis au milieu, eh bien, naviguer entre les deux selon justement les demandes de l'environnement. Donc pour moi, cette notion d'effort et cette notion de rythme est très importante et elle vous est propre. Ça va vraiment dépendre de comment vous fonctionnez. Et je citerai alors Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Et donc c'est vraiment un élément important, aussi bien au niveau mental qu'émotionnel, qu'au niveau physique, au niveau biochimique, qu'au niveau électromagnétique et qu'au niveau thermique. Et j'y reviendrai probablement dans un nouvel épisode où je parlerai justement de cette source de stress. Mais en attendant, je peux déjà vous dire que dans votre analyse du quotidien, eh bien, ce serait intéressant d'aller voir quelles sont les sources de stress qui vous épuisent, dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, et de les éliminer ou de les déléguer, comme j'aime le faire avec mes coachés. Le stress positif qui vous permet de justement vous renforcer et de pouvoir justement le mettre dans votre programme quotidien. Et enfin, j'utilise également le stress intense et bien dosé à planifier également dans votre quotidien. Et donc là, on est plus dans le domaine de l'hormèse. C'est ce stress qui va vous permettre de passer un palier. Maintenant, si vous êtes dans la saison hivernale de votre carrière ou de votre année, ce n'est pas le moment d'aller stimuler votre physiologie, votre psychologie par des doses hormétiques de stress. Une dose hormétique, c'est vraiment une dose courte et intense qui permet de passer un palier. On parlait du HIIT tout à l'heure, et bien ça c'est un exemple. Le jeûne est un autre exemple, le bain froid est un autre exemple, mais ces éléments-là sont probablement à mettre en période estivale de votre projet. Donc, comme nous l'avons vu durant cet épisode, le stress fait partie inhérente de notre vie, voire de notre survie. À une époque, on était plutôt dans la survie et il fallait être capable effectivement d'échapper à un lion ou à une bête sauvage pour pouvoir se mettre en sécurité, mais on se rend compte que ces doses d'adrénaline sont importantes pour notre santé. Le professeur Huberman en parle justement, c'est extrêmement important d'avoir cette dose d'adrénaline pour notre système immunitaire, tout comme dans notre neuroplasticité. Je mettrai également le lien vers cette interview. Mais comment aujourd'hui, justement, répondre aux besoins de notre biologie dans un monde qui est de plus en plus confortable et qui tende vers ce confort. Avec cette tendance du quiet quitting, eh bien, on est plutôt vers un confort, on fait le minimum et on profite de ses loisirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des loisirs pour justement
pouvoir développer d'autres compétences ou pouvoir se reposer de manière active. C'est vraiment un élément essentiel. Je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai un coaché que je pousse vraiment à poursuivre son projet de roman parce que pour moi, c'est une manière d'exprimer sa créativité et donc c'est de la récupération active parce que c'est totalement différent de son job, même si ça a un lien avec son expertise professionnelle qu'il va partager dans un roman, mais ça lui permet justement d'être dans une phase beaucoup plus créative par rapport à son poste professionnel. Et donc notre préoccupation essentielle aujourd'hui n'est pas de supprimer tout le stress, tous les moments où on va être poussé vers nos retranchements ou en dehors de notre zone de confort, mais c'est plutôt pouvoir les planifier, les rythmer. C'est à l'image du biohacking qui est de pouvoir créer un environnement qui réponde à notre biologie, même si cet environnement, on va le faire de manière artificielle. Le meilleur exemple de biohacking que je peux vous proposer, c'est le simulateur d'aube. Il est essentiel de pouvoir se réveiller le matin avec une certaine dose de lumière et de pouvoir terminer son cycle de sommeil. Maintenant, ça va être difficile pour vous aujourd'hui de vous lever avec le soleil naturel, selon la saison ou selon l'endroit où vous vivez. Mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser des réveils qui vous permettent de simuler le lever du soleil et donc de terminer votre cycle de sommeil, vous réveiller en bien meilleure forme et justement recadrer, réorganiser votre système circadien et avoir une bien meilleure fatigue le soir. Ce sont donc des solutions proposées par le biohacking et on devrait également en instaurer par rapport à notre système hormonal, par rapport à notre système par rapport à nos stimulations physiques et nos stimulations mentales. Trouver son rythme pour éviter justement de courir comme un dératé 365 jours par an, expression d'ailleurs qui est assez intéressante puisque on court comme un dératé, vous la connaissez cette expression, mais elle vient de l'Antiquité grecque où effectivement on s'était rendu compte qu'en enlevant la rate des esclaves, ils pouvaient courir plus longtemps et sans se fatiguer. Malheureusement, il mourait d'une crise cardiaque parce que cette rate avait finalement la capacité à limiter l'effort et à faire ressentir la fatigue de manière beaucoup plus rapide que s'il n'y avait pas cette fonction de la rate. Et donc, au sens propre du terme, courir comme un dératé entraîne la mort, et aujourd'hui, au sens figuré, ça entraîne l'épuisement, et cela fait référence justement à cet encéphalogramme plat dont je vous avais parlé en début d'épisode, si vous ne faites que suivre la hustle culture. Donc aujourd'hui, en tant qu'expert de la santé, il est vraiment essentiel de ne plus entrevoir le stress comme étant uniquement une source négative, mais de faire la part entre ce qui est effectivement négatif et superflu, de ce qui va être positif et de ce qui va être à utiliser pour passer un palier. Et donc je vais vous inviter à utiliser cette métaphore des 4 saisons si vous avez envie de changer de job parce que votre job finalement ne vous satisfait plus, vous sentez que vous êtes continuellement poussé dans vos retranchements sans bénéfice personnel. Et donc au lieu de choisir le quiet quitting, eh bien suivez ces 4 saisons avec une saison printanière qui sera d'évaluer un petit peu ce dont vous aimeriez avoir comme rythme au niveau professionnel. Éventuellement, faites une formation pour préparer ce changement. Ne donnez pas votre démission du jour au lendemain, ça va vous mettre dans une situation de stress autre également. Et puis, vous aurez l'été, vous allez changer de job, ça va être intense, il va falloir effectivement à nouveau vous prouver, ou en tout cas prouver que vous avez votre place, et puis vous aurez l'automne où vous allez pouvoir être plutôt en roue libre dans ce nouveau poste avant de faire le bilan et de voir un petit peu où vous en êtes dans ce changement de rythme. Si vous en avez marre de votre physique, eh bien c'est la même chose. La période printanière sera de faire des bilans, d'évaluer quelles sont les problématiques qui ont entraîné cette prise de poids. Ce n'est pas uniquement les calories, mais ça peut être le sommeil, ça peut être un problème hormonal, ça peut être un problème émotionnel, ça peut être un stress psychologique. Ensuite, vous allez
placer et mettre en action ce programme. Ce sera l'été de votre programme de remise en forme. Et là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir faire des heures supplémentaires au niveau physique probablement, jusqu'à atteindre l'automne de votre nouveau physique, de votre nouvelle santé, et que vous allez pouvoir justement stabiliser et profiter justement. Pourquoi, et ça c'est une question importante, pourquoi vous avez envie de changer de physique. Et enfin, vous arriverez à votre période hivernale où vous allez pouvoir trouver finalement cet équilibre, le stabiliser et voir si vous voulez passer une étape supérieure. Alors, personnellement, je pourrais vous donner un exemple. Pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, eh bien, j'ai commencé ma carrière en Belgique et aujourd'hui, je suis au Canada. D'autres, par contre, ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a 15 ans que nous avions avec mon épouse ce projet au Canada. Et donc finalement, cette période printanière, elle a pris 15 ans. 15 ans effectivement avec les aléas de la vie qui ne nous ont pas permis de déménager comme on le voulait. Ensuite, on a eu août 2020 où ça a été une période très intense puisqu'on était en pleine pandémie. On a eu des opportunités qui nous permettaient de déménager. Ça a été la période estivale de notre projet pour le Canada. Et en ce moment, nous sommes effectivement toujours en période automnale de ce projet. Ça fait 2 ans maintenant que nous avons un nouveau rythme de vie où l'on trouve encore beaucoup de bénéfices de cette nouvelle vie. On essaye petit à petit de se fondre un peu dans cette nouvelle culture. Et puis arrivera la période hivernale pour voir un petit peu quels sont les bénéfices et comment on veut poursuivre la suite de l'aventure. Et donc, en ayant cet état d'esprit de rythme différent, de ne pas toujours être dans le dépassement de soi, mais également de ne pas être dans le repli total, eh bien ça nous permet d'avoir une vie beaucoup plus enrichissante. Il faut sortir de l'illusion que nous sommes tous capables d'être des rockstars, comme parfois certaines philosophies ou en tout cas principes de développement personnel nous le fait croire. On ne peut pas tous devenir une rockstar et être à succès comme on entend le succès aujourd'hui. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on est tous capables d'avoir une vie rock'n'roll. Et ça, c'est différent. Il y a pas mal de lâcher prise, il y a pas mal d'apprentissage, d'expérience. Et puis, chaque vécu, chaque vie est différente. Et donc, il faut pouvoir également l'accepter. Alors, pour terminer cet épisode, au-delà des 4 saisons que vous pouvez déjà appliquer dès aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question, quel serait votre rythme idéal au niveau professionnel? Vous, en tant que personne, quel que soit votre job, est-ce que vous préférez travailler de la maison ou à l'extérieur ou hybride? Est-ce que vous préférez travailler le matin, l'après-midi ou 4 heures par semaine, comme le fameux ouvrage de Tim Ferriss? C'est important de pouvoir le définir et puis de voir si ce que vous estimez être l'idéal est possible dans la réalité et comment vous pouvez le mettre en place. Si vous êtes coach, je vais vraiment vous encourager à être à l'écoute de vos coachés, de ne pas prendre vos références comme une référence pour tout le monde. Il y a en ce moment cette suroptimisation qui peut être extrêmement stressante, de se dire qu'il faut être parfait dans tous les domaines, qu'il faut pouvoir méditer le matin, s'entraîner à telle heure, manger à telle heure, jeûner à tel moment, faire une détox à un autre moment. Donc tous ces éléments nous mettent également la pression en tant que coach et pourraient mettre la pression sur nos coachés. Je dis toujours aux coachs que je forme qu'il y a la situation optimale et puis il y a la situation du coaché, et que le but n'est pas d'aller vers la situation optimale, mais d'accompagner le coaché jusque là où il a envie d'aller. S'il a besoin de perdre 20 kilos et qu'après 10 kilos, il est heureux, il a plus d'énergie, il se sent bien, il a trouvé un équilibre, eh bien c'est son choix, c'est sa définition de la santé. On peut toujours l'inviter à se surpasser ou à dépasser ou à revoir ses objectifs, mais il faut toujours être à l'écoute, toujours être en empathie et pouvoir proposer les meilleurs outils pour y arriver. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser
en commentaire, à me contacter directement. Si vous êtes intéressé par cette notion holistique de la santé, vous pouvez aller sur le site davidgermeau.com et télécharger la modélisation optimale de votre santé. Cette modélisation a été faite sur base du Business Model You, qui est une modélisation de carrière. Quels sont les éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir aller vers la carrière optimale, la carrière que vous rêvez. Ça aussi, je peux vous accompagner puisque j'ai été certifié en 2015. La modélisation de votre santé optimale vous permet de définir quelle est votre santé optimale et comment vous pouvez y arriver. Je serai très heureux de vous accompagner dans cet objectif. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et surtout, prenez soin de vous.